Merci. Alors, on est prêt à débuter. Monsieur Mérin également, bien présent. Alors, bienvenue à tous officiellement pour cette conférence. On va débuter. Je commence par me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Félix Bussière, je suis directeur général du pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la capitale nationale. Donc, voici dans une conférence qui fait partie de notre série Innovation qu'on organise au courant de l'année, habituellement en personne, différentes conférences qui amènent des réflexions sur différents sujets. Puis, je remercie, avant que j'oublie, je remercie notre commanditaire pour cette série d'innovation, qui est la Caisse d'économie solidaire Desjardins, qui nous appuie tout au long de l'année pour ces différentes réflexions. Et particulièrement aujourd'hui, je remercie les pôles régionaux d'économie sociale qui ont été associés à l'événement pour permettre la promotion de l'activité. Pourquoi? Vous avez des gens de partout au Québec, l'activité habituellement qui est régionale, mais les différents pôles ont participé à la promotion. On les remercie grandement. Il y a 22 pôles régionaux d'économie sociale au Québec. Notre rôle, rapidement, c'est la promotion, l'émergence et le développement de l'économie sociale partout au Québec et le développement de ces entreprises également. Et aussi, c'est de soutenir et de concerter les différents acteurs de l'économie sociale dans les régions du Québec. Le pôle a sorti dernièrement une lettre d'opinion d'appui au G15+. Je ne sais pas si vous connaissez le G15. Vous pouvez aller sur le site G15 Québec sur la conférence. Aujourd'hui, on va en parler également. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on est là aujourd'hui. On a eu différentes conférences dernièrement sur toute cette réflexion sur la relance économique qui se prépare au Québec suite à la crise. Donc, une relance économique qui pourrait être différente. Une trame de fond qui est par rapport à la transition écologique et sociale. C'est notre thème aujourd'hui, donc, dont on va discuter. Avec nous aujourd'hui, un de ces 15 signataires du G15, M. Karel Méran. Je vous fais une petite biographie rapide pour vous le présenter. M. Karel Méran est directeur pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki et président de Réalité climatique Canada, organisme fondé par Al Gore. Comme je vous disais, il fait partie du groupe des 15 leaders parmi les signataires du G15+. Il est l'auteur et co-auteur de nombreux livres, dont Demain le Québec, peut-être que vous connaissez, qui est paru en 2018, un ouvrage présentant de nombreuses initiatives inspirantes de partout dans la province. Alors, je vais passer la parole à Karel pour débuter la conférence. Alors, je vais être votre animateur aujourd'hui. Il y aura une présentation d'une vingtaine de minutes de M. Méran. Et ensuite, il y aura une période de questions. Je vais vous inviter à poser vos questions dans le chat parce que les micros ne seront pas ouverts pour l'instant. Donc, avec mon équipe, on va faire une sélection des différentes questions, des fois des questions qui se ressemblent qu'on fera jumeler. Puis, dans la période de questions suite à la présentation, je vais vous inviter, certaines personnes, à poser vos questions si vous êtes disponible, si ça vous dit. Sinon, je les poserai moi-même de vive voix, je reprendrai vos questions. Ça va pour tout le monde? Je passe la parole, M. Méran, pour le début. Excellent, merci beaucoup. D'abord, je tiens à m'excuser. Je ne sais pas pourquoi ma caméra est jaune. Je vous jure que ce n'est pas jaune comme ça chez moi, là, mais il y a quelque chose qui se passe depuis quelques jours. Des fois, ça sort la couleur normale, des fois, ça sort jaune. Donc, aujourd'hui, on va y aller en couleur jaunisse. Merci beaucoup de m'inviter comme ça. J'ai préparé une courte présentation. C'est toujours le fun d'avoir un support visuel, peut-être même encore plus quand on arrive comme ça en vidéoconférence. Si vous voulez, je vais commencer là où on était il y a à peine un peu plus de 6 mois. Comme cette photo-là est un peu angoissante aujourd'hui. La distanciation sociale à l'époque, non, pas du tout. Puis moi, personnellement, ça me rend très, très nostalgique de l'époque où on pouvait encore toucher des gens puis fréquenter des gens. Mais c'est aussi, je veux commencer de là parce que avant que la pandémie arrive, on approchait vraiment de certains points de bascule en matière de lutte au changement climatique, puis je dirais de lutte à l'effondrement écologique.
un demi-million de personnes dans les rues de Montréal, mais aussi, on parlait vraiment de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues d'autres villes partout au Québec. Donc, est arrivée la pandémie, puis depuis qu'est arrivée la pandémie, bien évidemment, les priorités ont changé et on est on est dans une crise sanitaire, évidemment, une crise ensuite économique et financière. Et la tentation est très forte de la part des gouvernements de dire, ben écoutez, ben là, c'était beau l'environnement, mais maintenant, c'est plus vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est relancer l'économie à tout prix et n'importe comment. Euh, et, et, euh, et donc, quand on aura relancé l'économie, on pourra, à ce moment-là, reprendre la lutte au changement climatique. Bon, mais là, il faut aussi se demander, ben, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, on s'est ramassé avec un demi-million de personnes dans les rues? Puis, dans la semaine du 20 au 27 septembre 2019, il y a eu 7,2 millions de personnes qui ont marché sur les 5 continents pour demander d'action contre la crise climatique. Et la raison pour laquelle on en est là, c'est que ça fait une trentaine d'années qu'on se dit, bon, on va d'abord, on va relancer l'économie, ou on va soutenir la croissance économique, puis on va créer de la richesse. Cette richesse-là, on va l'utiliser pour lutter contre les changements climatiques. Mais en faisant ça, on a reporté beaucoup de décisions qui font en sorte que les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter. Et à l'automne 2018, il y a eu un rapport du GIEC, le groupe des Nations Unies qui étudie le climat, qui nous a vraiment, qui est tombé comme une tonne de briques sur beaucoup de gens parce que ce rapport-là disait on a jusqu'à 2030 pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre dans le monde par rapport au niveau de 2010. Et donc, depuis ce temps-là, bien, il est passé encore 2 ans, puis les émissions continuent d'augmenter. Et on a à peine 10 ans devant nous pour réduire. Et là, juste pour vous donner une indication, la pandémie, à ce jour, a réduit les émissions de gaz à effet de serre d'environ 5 à 7 globalement. Et ça va continuer parce que là, à chaque mois qui passe, on se rend compte qu'il y a encore des diminutions d'émissions. Et donc, à la fin de l'année, c'est dur de dire où on va être. Mais simplement pour vous dire que pour atteindre les objectifs fixés par le GIEC, il faudrait qu'on réduise de 7 à chaque année d'ici 2030. Donc, l'impact de la pandémie, il faudrait le reproduire à chaque année d'ici 2030. Et là, il faut faire quand même attention. Il y a des chroniqueurs, notamment dans le Journal de Montréal, qui disent que les écologistes souhaitent l'effondrement économique pour réduire les gaz à effet de serre. Puis il y en a même qui ont dit qu'on se réjouissait de la pandémie. Et il y a beaucoup, beaucoup de malhonnêteté là-dedans. En réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a tellement attendu que maintenant, les gestes qui doivent être posés, c'est des gestes qui vont provoquer des changements, des transformations profondes. Puis là, on se rend compte qu'en ce moment, puis évidemment que ce n'est pas la façon de réduire les émissions de 7 par année, c'est pas de mettre tout le monde en confinement sur la planète. Là, c'est juste qu'on est dans une situation en ce moment où le confinement réduit la demande énergétique parce qu'on a réduit la production industrielle, on a réduit les transports, etc., etc. Donc, c'est là où on est adossé littéralement au précipice. Et c'est dans ce contexte-là que les plans de relance vont être fondamentaux. Puis je pourrais y revenir, je vais y revenir plus tard, mais c'est que quand on va relancer l'économie, on va injecter des dizaines, voire des centaines de milliards, puis à l'échelle globale, des milliers de milliards de dollars dans la relance économique. Et c'est la dernière chance qu'on a de faire des investissements massifs pour nous sortir de la crise climatique. Parce qu'un coup que cette vague-là va être passée, dans 2 ou 3 ans, on va tomber dans une décennie d'austérité où là, on va nous dire, ben écoutez, on n'a plus d'argent pour investir dans le verdissement de l'économie, dans une économie plus solidaire. Et donc, c'est maintenant que ça se passe. Les décisions critiques, les décisions cruciales pour régler la crise écologique puis améliorer la qualité de vie des gens, c'est maintenant. Et c'est dans un contexte de crise où il y a beaucoup moins de débats publics, il y a beaucoup moins de débats démocratiques. Et les gouvernements prennent des décisions sous le couvert de l'urgence, mais des décisions qui vont conditionner le développement économique du Québec, du Canada puis du monde pendant une décennie et plus. Donc, c'était ma longue introduction où je vous ai essentiellement dit tout ce que j'avais à vous dire, ou presque, mais si vous voulez, on va reprendre on va prendre un pas en arrière
juste pour vous rappeler qu'on est entré dans la 6e extinction massive de l'histoire de la planète. La dernière, c'est quand les dinosaures sont disparus il y a 50, mon Dieu, je me souviens plus si c'est 50 ou 60 millions d'années, mais peu importe, c'est dans ces eaux-là. Et donc, ça a un impact très, très important parce que on me dit souvent, ben, s'il y a des baleines qui disparaissent, si les belugas disparaissent dans le Saint-Laurent, qu'est-ce que ça va faire? Ben, techniquement, ça fait rien. Mais quand il y a tellement d'espèces qui disparaissent dans le monde que l'ensemble de l'écosystème de la biosphère est en train de s'effondrer, là, ça fait quelque chose parce que l'être humain est totalement dépendant de l'existence d'autres espèces puis des systèmes qui assurent la vie sur Terre. Et donc, quand les espèces sont en train de s'effondrer comme ça, à cette échelle-là puis à cette vitesse-là, ça devrait nous préoccuper. Donc, ça, c'est un des premiers problèmes d'effondrement écologique qu'on a. Puis le deuxième problème, évidemment, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez là en blanc la température mondiale, la température de la planète depuis 800 000 ans, puis en bleu les concentrations de CO2. Puis, ben, on n'a pas besoin vraiment d'être un grand scientifique pour comprendre que les deux courbes vont de pair, c'est-à-dire que plus il y a de concentration de CO2 dans l'atmosphère, plus il fait chaud sur la planète et moins il y en a, plus il fait froid. Et vous voyez là, qu'on est à peu près autour de 300 à 200, de 200 à 300 parties par million dans les concentrations de CO2 dans l'atmosphère depuis 800 000 ans. Et quand on passe de 300 à 200, ce que vous voyez là, c'est des glaciations. Et là, depuis le début de l'ère industrielle, on est passé de 300 à 400 parties par million. Donc, si je vous dis que quand on baisse de 300 à 200, ça nous amène une glaciation, bien, quand on monte de 300 à 400, c'est évident qu'on va avoir des problèmes importants qui se posent devant nous. Et si on continue comme on le fait, bien, regardez où on s'en va. D'ici 2050, on s'en va vers les 500, 600 parties par million et un réchauffement qui va être supérieur à 3,5 degrés ou même 4 degrés, alors qu'on sait que pour éviter un dérèglement grave qui remet en question les fondements de notre civilisation puis même l'existence de notre espèce, il faut limiter le réchauffement à 1,5 à 2 degrés. Donc, c'est ça qui nous pend au bout du nez. C'est une transformation catastrophique de notre climat. Et donc, dans le fond, je vous rappelle que ça fait au moins une trentaine d'années, sinon 40 ans, qu'on sait que ce problème-là existe et qu'on reporte l'action, ce qui fait qu'au lieu de faire un atterrissage en douceur, c'est-à-dire diminuer graduellement nos émissions de gaz à effet de serre, on a choisi collectivement ou on s'est fait imposer le choix collectif de reporter l'action à plus tard puis de se retrouver maintenant, au lieu de faire un atterrissage en douceur de nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on est obligé de faire un atterrissage forcé, un atterrissage d'urgence. Puis on parle d'urgence climatique, puis oui, un atterrissage d'urgence fait plus mal qu'un atterrissage plus doux. Donc, ça pose toute la question de ce qu'on appelle la transition écologique. Des fois, on parle de transition énergétique parce qu'on parle plus de passer des énergies fossiles vers les énergies propres, mais la transition, elle est beaucoup plus large que ça. Puis, dans le contexte de la pandémie, on se questionne beaucoup, par exemple, sur nos modes d'approvisionnement en nourriture. Est-ce qu'on ne devrait pas plus être autosuffisant? Donc, une transition aussi au niveau agricole. La transition dans la manière dont on aménage nos villes. On voit qu'en ce moment, par exemple, des villes comme Québec, Montréal ou d'autres villes au Québec commencent à aménager des corridors ou essayer de redynamiser leur centre-ville, libérer de l'espace pour que les gens puissent se rencontrer dans un contexte où il y a moins de circulation automobile. Donc, c'est vraiment la transition, c'est une espèce de grande révolution tranquille qui est en train d'émerger partout et qui va être, dans certains cas, accélérée par les prises de conscience qu'on fait durant la pandémie, puis dans d'autres cas qui vont être une transition qui va être ralentie par le fait que la pandémie provoque une crise économique qui va peut-être faire en sorte qu'on va avoir moins de ressources à investir. Il faut aussi penser à bâtir notre résilience, la résilience sociale, la résilience économique, financière. Et la résilience, dans le fond, moi, la manière que je le résume, c'est la capacité de subir des chocs et de plier plutôt que de casser. Ça se pose maintenant, en fonction de ce qu'on est capable comme société d'être résilient par rapport à une pandémie, ça se pose dans l'avenir. Les changements climatiques vont apporter des chocs climatiques, donc des chocs, des événements météorologiques extrêmes.
des sécheresses, des inondations, des tempêtes, des choses comme ça, mais qui vont avoir des impacts aussi économiques. Par exemple, s'il y a une sécheresse de grande envergure, ça va faire augmenter le prix des denrées alimentaires. Autour de 2010, c'est arrivé au Moyen-Orient, puis en Russie, puis il y a eu des émeutes de la faim dans 100 pays après. Donc, alors qu'ici, ben, comme on est plus riche, nous, ben, ça fait augmenter le prix du pain, mais on est capable de l'absorber. La résilience de nos villes, par exemple, devant des vagues de chaleur. Donc, vous voyez un peu toutes ces choses-là. On a besoin d'opérer notre transition, mais en pensant à la résilience de nos modes de vie, de nos villes, nos villages, notre résilience alimentaire, etc., etc. Donc, la question qu'on doit se poser en ce moment, c'est à quoi va ressembler le Québec de demain? Et moi, je dis souvent que le Québec, c'est un peu notre arche de Noé, dans le sens où on s'en va dans un siècle où il y aura beaucoup de bouleversements et ces bouleversements-là vont tester notre capacité finalement de s'organiser. Et au Québec, on a des terres agricoles, on a de l'eau douce, on a une société qui est encore capable d'avoir un dialogue social important et donc on est capable de forger cette résilience-là pour l'avenir et d'opérer une transition écologique. S'il y en a qui s'intéressent, c'est ma petite blog en passant, on a écrit un livre avec mes collègues qui s'intitule Demain le Québec, où on a fait une espèce de survol, on s'est promené partout au Québec pour aller cueillir les informations, pardon, pas les informations, mais des histoires de gens qui font des projets justement de transition écologique puis de résilience. Puis je peux vous dire qu'on aurait pu écrire une encyclopédie Demain le Québec. Là, notre éditeur nous a dit qu'à 200 pages, c'était suffisant. Mais il y a vraiment un mouvement en ce moment partout. Puis je pense que les gens qui sont dans tout le secteur d'économie sociale, vous avez les antennes dans vos milieux, vous savez que des projets comme ça, il y en a des centaines, des milliers un peu partout. Donc, on ne peut pas résoudre les problèmes auxquels on fait face en utilisant les modes de pensée qui les ont créés. Et c'est dans ce sens-là qu'on est justement, on a lancé l'initiative du G15, on appelle le G15 Plus maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens d'organisations qui ont voulu s'y joindre, où on a dit, ben oui, on est dans une urgence sanitaire, oui, on est dans un contexte d'urgence économique, financière, mais comme disait Winston Churchill, il ne faut jamais une bonne crise. Et donc, cette crise-là nous donne l'occasion de travailler à partir des consensus qu'on a au sein de la société québécoise pour nous propulser, peut-être pour faire une relance, au lieu d'avoir une relance qui nous ramène où on était avant la pandémie, de nous propulser dans une relance qui nous amène à un autre endroit, donc dans le fond, qui nous permet d'aller vers un Québec qui est plus solidaire, prospère et plus vert. Vous avez sur cette diapo-là les membres fondateurs du C15. Et je vous dirais qu'une des choses qui est vraiment importante de comprendre au Québec, on a la chance au Québec d'avoir un dialogue social qui est vivant et qui est très il y a une expression, c'est un anglicisme, mais vibrant, là, on dit ça en anglais, mais donc qui est très, très dynamique et qui fait en sorte que des organismes comme le mien, la Fondation David Suzuki, qui est un groupe écologiste, peuvent travailler avec le Conseil du patronat du Québec, avec un syndicat, la FTQ, avec le chantier de l'économie sociale, avec des gens du secteur privé. Donc, on est capable au Québec de réunir tous ces gens-là et d'arriver à des consensus. Et ce qu'on a fait avec le G15+, c'est de dire au gouvernement, ben, le gouvernement tendait la main en disant, bon, on a besoin d'avoir l'appui de tout le monde. Ben, nous, on a offert notre appui. On n'a pas fait ça dans une optique de mettre la pression sur le gouvernement, mais plutôt dans une optique de dire au gouvernement, écoutez, il y a un ensemble de choses qui font consensus, puis si au sortir de la crise, vous vouliez vous engager envers ça, il y aurait un large appui, donc vous auriez autant le soutien des gens d'affaires que les syndicats, que des groupes environnementaux et d'autres groupes de la société civile québécoise. Et ça n'existe pas nécessairement ailleurs. Je vous demande juste de réfléchir à ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, mais pensez aussi, mes collègues au Canada anglais n'ont pas la capacité de mettre ensemble des gens d'affaires, des syndicats et des écologistes ensemble. C'est encore très polarisé ailleurs, alors qu'au Québec, on a l'occasion peut-être d'agir avec moins de polarisation et avec plus de concertation. Je veux juste sortir d'ici et aller
vers les propositions du G15. Donc, on a fait des propositions sur le financement, sur l'économie, sur les transports, l'agriculture, les collectivités et les habitats et les Premières Nations et les Inuits. Au plan du financement, puis je vais passer très rapidement à travers les propositions qu'on a faites, puis vous pouvez aller les voir là, sur le g15plus.québec, puis aller les lire en détail. Mais donc, au plan du financement, ce qu'on a proposé, c'est de mettre le Fonds des générations à contribution pour accélérer les investissements dans la lutte au changement climatique. On voudrait qu'au lieu de verser de l'argent dans le Fonds des générations, on consacre ces sommes-là à la lutte au changement climatique et que les fonds qui sont en ce moment dans le Fonds des générations soient investis par la Caisse des dépôts et placements dans des projets de transition écologique et solidaire partout au Québec. Ensuite, on a proposé de développer des produits de financement mixte. Ça, évidemment, n'étant pas moi-même un expert de ces enjeux-là, je ne rentrerai pas dans le détail. Au plan de l'économie, on propose un appui à l'achat local, donc pour accroître les achats de produits et services québécois, adopter une politique d'approvisionnement local des acheteurs publics, y compris auprès des entreprises d'économie sociale, en remplaçant la règle du plus bas soumissionnaire par une règle qui permettrait de tenir compte du coût total de possession et des critères environnementaux sociaux, introduire une certification Fabriqué Québec. Ensuite, on dit déployer des infrastructures numériques qui encouragent le télétravail. Donc, il y a toutes sortes de mesures qui sont mises de l'avant là-dessus. En transport, c'est certain que, en transport, le transport collectif occupe un gros morceau de nos recommandations. Bon, c'est évident que quand on est en région au Québec, on se dit, oui, les transports collectifs, ça ne va pas nous apporter grand-chose à nous parce que souvent, il y a des endroits où il n'y a juste pas la densité qui permet d'avoir des transports collectifs efficaces. Ceci dit, un de nos problèmes au Québec, nos problèmes de congestion routière coûtent une fortune, puis nos problèmes évidemment de gaz à effet de serre coûtent une fortune aussi. Et le gros du parc automobile au Québec est dans les grands centres urbains que sont Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke. Et donc, c'est sûr qu'il y a des propositions qui doivent être faites pour désengorger ces régions-là. Donc, on parle d'accélérer les investissements dans les transports collectifs et actifs. Pour vous dire qu'à toutes les fois qu'on met $1 dans le transport collectif au Québec, ça génère 2,5 fois plus d'emplois puis de retombées économiques ici qu'un dollar qui est mis dans les routes, les investissements routiers. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on fabrique nos transports collectifs, mais on ne fabrique pas nos voitures. Donc, il y a vraiment une valeur ajoutée à investir dans le transport collectif pour le Québec. En agriculture, je pense que je suis sorti de là. En agriculture, pardon. Nos propositions, soutenir les agriculteurs québécois à travers une initiative d'autonomie alimentaire pour qu'on ait plus de 50% de la proportion des aliments qu'on consomme au Québec qui viennent du Québec. Et ça tombe sous le sens que les terres et les agriculteurs du Québec nourrissent les Québécois, mais malheureusement, c'est souvent plus le cas. On exporte, on produit beaucoup pour l'exportation, puis on importe beaucoup. Là, je pense que les pandémies nous démontrent que c'est peut-être intéressant de développer plus l'autonomie et la sécurité alimentaire pour l'avenir. Donc, il y a beaucoup de propositions dans ce sens-là. Du point de vue des collectivités et de l'habitat, on propose de soutenir le cœur des collectivités, le commerce de proximité, essayer de redynamiser les cœurs de villes et de villages au Québec. Là, ici, on a des propositions pas seulement pour les grands centres urbains, mais aussi pour les villes des régions du Québec et même les villages, et dégager un fonds de soutien au commerce de proximité. C'est sûr que peu importe pandémie ou non, au Québec, les commerces souffrent du fait que des grands joueurs comme Amazon ou autres ont occupé le terrain du commerce en ligne. Et évidemment, ça fait moins de locaux commerciaux, nos rues commerciales qui suffoquent. Puis éventuellement, ça fait dépérir nos cœurs de villes et de villages. Il y a un enjeu là qui existait, mais la pandémie peut-être nous donne l'occasion de redynamiser les commerces locaux dans nos villes et dans nos villages.
Et je vais terminer par Première Nation et Inuit du Québec. Ici, dans le fond, la seule chose qu'on a dite, c'est que c'est important que la relance se fasse aussi dans une proposition de partenariat de nation à nation à l'endroit des Premières Nations et Inuits. Et pourquoi on n'a pas de proposition concrète et directe, c'est que pour le G15+, c'est important que les propositions soient faites par les Premières Nations et les Inuits eux-mêmes et que le gouvernement soit à leur écoute. C'est vraiment là-dessus qu'on voulait mettre l'accent. Alors, ça fait le tour. Pour moi, je pense qu'on est rendu à une vingtaine de minutes, peut-être un petit peu plus. Fait que si vous voulez, je serais prêt à prendre votre question. Parfait, merci. Merci beaucoup pour la présentation, M. Mera. J'ai Mme Karine Hébert-Landry. Elle est toujours avec nous. Je vais lui demander d'activer son micro et sa caméra. Ça veut poser elle-même sa question. Oui, OK. Moi, en fait, mon nom est Richard Jean, où que le Zoom, enfin, était à un autre nom. Je n'étais pas très familier avec la formule. Alors, mon idée, c'était de demander à Karel si il considère qu'un phénomène comme la COVID, c'est précurseur du point de bascule. Oui. C'est-à-dire que ça peut... C'est évident, on n'a jamais vécu quelque chose de massif comme ça. Puis c'est difficile de faire des prédictions. Yogi Berra disait que c'est difficile de faire des prédictions, surtout à propos de l'avenir. Donc, définitivement, c'est quelque chose qui amène des transformations profondes. Il y a deux... moi, je vois deux possibilités de sortie. Une sortie où... finalement, c'est un peu le sauve qui peut, puis on se retrouve dans la même économie qu'on avait avant, mais vraiment gonflée aux stéroïdes. Une économie qui va encore creuser les inégalités, puis qui va devenir encore plus destructrice. Donc, ça serait, si on essaie de refaire, à tout prix, essayer de reconstruire comme on avait avant, mais on n'est plus capable parce que là, on voit que les contraintes sont différentes. Oui. L'autre option, c'est qu'on se saisit de la crise puis qu'on choisit d'être volontariste, c'est-à-dire d'orienter directement comment nous, on veut reconstruire. Et là, à ce moment-là, on pourrait dire, oui, ça a été un point de bascule dans le sens où la crise aurait amené comme un arrêt ou un choc dans le système qui fait en sorte que ça permet à ceux et celles qui disent, ben là, on a une occasion de construire différemment, de le faire. Donc, en ce moment, c'est difficile de savoir ça. Puis c'est un des enjeux qu'on a au Québec, c'est que le gouvernement du Québec, en ce moment, s'est mis dans une... Puis à raison, là, ils se sont refermés comme une huître à essayer de sauver les meubles. Et là, pendant ce temps-là, il y a 1 million de lobbyistes qui demandent de l'argent pour sauver une compagnie, une autre. Et ils sont en train tellement d'éteindre des feux qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir le long terme. À Ottawa, ils ont une phase 1, une phase 2, une phase 3. La phase 1 qui était on ferme tout, puis on essaie de garder tout le monde à flot. La phase 2 qui est on rouvre tranquillement. Puis la phase 3 qui est on reconstruit, on relance. Avec le G15+, ce qui nous intéresse, c'est la phase 3. Puis la phase 3, on a besoin que des gouvernements aient des objectifs qui soient autre chose que de la croissance économique à tout prix, parce que la croissance économique à tout prix, pour l'instant, ce que ça nous amène, ce n'est pas une société qui fait la transition, ce n'est pas une société qui est résiliente. Et donc, on a besoin de convaincre des gens. Donc il faut agir, il faut structurer la relance. Et c'est pour ça que dans le fond, la bonne nouvelle, c'est un peu la même chose qu'avec les changements climatiques. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est l'être humain qui est le problème. La bonne nouvelle, c'est que c'est l'être humain qui est le problème. Donc, que les leviers de changement sont dans nos mains et qu'on est capable, à travers ça, d'influencer l'avenir. Et par le passé, on se faisait souvent dire, avant la pandémie, on se faisait dire, ben écoutez, c'est l'économie, c'est les marchés financiers. C'est comme si les décisions étaient prises quelque part, on ne sait pas où, et que personne n'avait vraiment de prise. Là, en ce moment, on a beaucoup de prises. Puis la question, c'est est-ce qu'on va vouloir prendre les décisions? Et je pense que ça pourrait être un point tournant, là, effectivement, un point de bascule. Monsieur Mera, là-dessus, sur la relance verte, on voit qu'il y a un mouvement là, un peu partout sur la planète, là, entre autres en Europe. Puis vous avez nommé justement, les enjeux, c'est la maximisation des profits là, par rapport aux entreprises. Donc, parce qu'une des dernières conférences qu'on a eues,
c'est sur le modèle économique en tant que tel, mais la place que vous voyez par rapport à l'entreprise Inc., qui a un objectif de maximisation des profits, le rôle de l'État, qui a un rôle dans l'économie, puis l'économie sociale, là, qui est aussi une tierce partie. Ouais. Qu'est-ce que vous... J'irais même plus loin que ça. En ce moment, c'est toute la question de la financiarisation de l'économie. Après la crise de 2008, on a relancé l'économie mondiale en injectant des fonds massivement. Puis cet argent-là n'est pas allé dans l'économie réelle. Et donc, il y a eu des rendements extraordinaires sur les marchés financiers, mais l'économie réelle, elle n'a pas suivi. Donc, il y a comme vraiment un gros décalage en ce moment entre la valeur financière et la valeur réelle de l'économie. Et donc, il y a ça à régler en partant qui est une problématique importante. Et ça, c'est la première chose dans le modèle économique. Ça fait 10 ans qu'on a mis tout ça sur le respirateur artificiel. Donc, la relance, cette fois-ci, va devoir être différente. Et donc, là, on s'en va du côté des entreprises et des entreprises d'économie sociale. Et c'est la question de, quels sont les besoins essentiels qui doivent être rencontrés. Souvent, les entreprises d'économie sociale vont traverser les crises parce qu'elles répondent à un besoin. Alors que certaines entreprises à but lucratif, en étant essentiellement, leurs actionnaires étant souvent des fonds financiers anonymes, ils ne vont pas réussir à passer à travers aussi facilement. L'exemple du Cirque du Soleil est hallucinant en ce moment. Ils ont vendu l'entreprise à un fonds d'investissement qui, pour financer l'achat, a endetté l'entreprise. c'est comme. Et là, au bout du compte, l'entreprise, en ce moment, n'est plus capable de survivre parce qu'elle n'a plus de revenus et elle est hyper endettée. Tout ça à cause d'une transaction boursière. Donc, je pense effectivement qu'on a besoin quand on parle de résilience économique, on a besoin d'avoir une diversité d'acteurs au plan économique qui va inclure des entreprises d'économie sociale, qui va inclure, oui, des entreprises privées, mais peut-être des entreprises privées de plus en plus qui sont, il y a de plus en plus de B Corps, c'est-à-dire des entreprises privées qui se donnent aussi une mission sociale et environnementale. Et ça va aussi avec les valeurs des fondateurs. Je crois beaucoup, moi je suis de ceux qui croient beaucoup que les valeurs des gens sont importantes. Et donc peut-être qu'il va y avoir des nouveaux modèles économiques qui vont naître, mais en ce moment, quand on regarde, on est dans une économie qui est très financiarisée, qui est très prédatrice, là, notamment tout ce qui est les Uber et les Airbnb de ce monde, et les Google et les Facebook. Donc, dans tout le numérique, il y a beaucoup de, je dirais, de prédation là, qui se fait, puis il y a beaucoup d'oligopoles puis de monopoles. Donc, il va y avoir, ça je ne pourrais pas dire, là, mais ça m'inquiète ce côté-là parce que je pense qu'on est très, très loin d'un modèle qui est résilient et qui est durable. Super. Merci. Alors, Maëva Botrel, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole, micro et caméra aussi. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Super. Oui, bonjour. Alors, ma question, moi, c'était plus autour, on voit qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives qui partent et qui se créent même au jour le jour. Ma question, c'est plus autour, est-ce qu'il y a vraiment de la cohésion dans tout ça? Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y en ait finalement? Et la deuxième question que j'aurais, c'est est-ce qu'il existe une solution standardisable et qu'on puisse rendre mondialement, en fait, une action qu'on puisse rendre mondiale, en fait, et standardisable? Ce serait ça mes deux questions. Donc, cohésion et puis une solution standardisable. Oui. C'est comme un peu deux volets d'une même question. Il y a beaucoup de cohésion en ce moment au sein des acteurs qui proposent la relance verte. Ça, c'est évident que tout le monde va dans le même sens, a la même intention, qui est celle de dire, on profite des investissements massifs au sortir de la relance pour accélérer la transition écologique. Là où il y a peut-être une espèce de schisme, il y a ceux qui disent on est capable, en faisant la transition énergétique, puis en investissant dans les nouvelles technologies, puis les énergies vertes, de faire cette transition-là en conservant un système comme on a en ce moment, qui est un système capitaliste axé sur la croissance. Puis tu as un autre groupe de gens qui disent non, ça, cette façon-là de verdir l'économie, c'est un peu comme le développement durable il y a une génération, ça nous mène à rien, c'est juste des discours. Ce qu'il faut, c'est transformer profondément le modèle dans lequel on est. Et donc,
remettre en question les fondements même de notre économie. Et ça là-dessus, donc il y a une cohésion, tout le monde est d'accord sur ce qu'il faut accomplir, mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur les moyens d'y arriver. Et de plus en plus, il y a des gens qui réfléchissent à des modèles d'économie qu'on appelle statiques, c'est-à-dire pas une forme. Il y a des gens qui parlent de décroissance, il y a des gens aussi qui parlent d'économie à croissance stable, je ne sais pas comment le dire. Là. En anglais, ils disent steady state economy. Et donc, tout ça, en ce moment, il y a une ébullition, il y a un bouillonnement d'idées. Et tu as, après ça, les gens qui sont les tenants du statu quo, c'est-à-dire qui attendent uniquement le moment de redémarrer comme avant. Il n'y a pas de solution standardisée mondiale, c'est-à-dire chaque pays va avoir son propre contexte politique. Mais moi, je peux vous dire, là, j'ai parlé à des gens, il y a 2 semaines, j'ai parlé à quelqu'un qui gère un grand fonds d'investissement à Bay Street, à Toronto. Et pour la première fois, j'ai entendu des gens de Bay Street, du milieu de la finance à Toronto, dire qu'il n'y avait pas d'avenir dans les sables bitumineux. Et donc, c'est pour vous dire à quel point, en ce moment, ça évolue vite. Là. Et ces gens-là, c'est pas qu'ils ont changé de valeur du jour au lendemain, c'est qu'ils voient les chiffres. Puis, et donc, ils voient que l'avenir est ailleurs. Et c'est particulier, là, ils s'intéressent en ce moment beaucoup à la production, par exemple, locale dans des serres, l'agriculture de proximité, mais high-tech dans des serres, des choses comme ça. Donc, la pandémie est en train déjà d'influencer leur pensée pour l'avenir dans le sens d'autres choses. Donc, si même eux autres sont en train de changer d'idée sur certains aspects, je pense qu'on va assister à des changements importants, mais le problème en ce moment, c'est qu'il nous manque un espèce de débat démocratique. Ce serait le moment d'avoir un débat démocratique, puis de demander, par exemple, aux Québécois ou aux Canadiens, qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir? Et ça, je pense qu'on a besoin de se faire entendre là-dessus. Là. Oui. Je rêve une question de Emmanuel Larocque. Vous pouvez allumer votre micro et caméra pour poser votre question. Bonjour. Merci beaucoup. Au fait, j'avais une question. Je suis étudiante et professeure à temps partiel, puis ma question, c'était par rapport aux universités. C'est quoi le rôle des universités dans tout ça pour inciter la relance verte, puis multiplier les efforts, puis qu'est-ce que nous autres, en tant que professeurs et étudiants, on peut faire aussi? Est-ce que vous auriez des pistes? Oui. Ben, dans le G15, c'est drôle, on a des organisations, puis on a 2 ou 3 universitaires, là, Annie Chaloux de l'Université de Sherbrooke, puis François Delorme, qui est un économiste, aussi, je pense, de l'Université de Sherbrooke. Je pense qu'on a une filière sherbrookoise. C'est que à travers ça, on a besoin quand même d'avoir des gens qui sont capables de tester les solutions, de prouver que les solutions qu'on avance sont réalisables. Tu sais, dans le fond, on a besoin d'aller chercher l'appui, le socle scientifique sur lequel on peut avancer. La clé là-dedans, par contre, c'est toujours la difficulté. Malheureusement, tu sais, je suis de ceux qui pensent qu'on n'a plus le temps d'avoir des débats théoriques. Les débats théoriques sont importants, puis ils doivent continuer d'avoir lieu, mais on a besoin que nos universités produisent. Tu sais, dans le fond, les universités en ce moment produisent, on a beaucoup privatisé la recherche pour avoir des spin-offs technologiques toujours. Donc, on est beaucoup axé sur servir le secteur privé avec des technologies. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Puis, on a beaucoup aussi de gens qui font des débats, des recherches théoriques, mais entre les deux, on a besoin de gens qui disent voici quelle politique publique, voici quelle politique économique doivent être mises en place pour transformer nos modèles. Tu sais, on a besoin. Puis moi, je pense que là où on a le plus besoin en ce moment, c'est que les facultés d'économie qui commencent en ce moment à réfléchir différemment, là, parce qu'on dit que c'était toujours des économistes néoclassiques, tu sais, comme il y avait vraiment un dogme dans les facultés d'économie qui commence à être challengé par certains économistes qui regardent les choses un peu différemment pour dire, bien, le modèle économique dans lequel on est en ce moment, ce n'est pas un modèle naturel, c'est une institution humaine qu'on a créée nous-mêmes. Et on est capable de le transformer. C'est la même chose avec la démocratie. Ce sont des institutions humaines, ce ne sont pas des lois naturelles. Et souvent, on nous a enseigné l'économie comme si c'était des lois naturelles, tu sais, les lois du marché, mais on sait très bien là, que les lois du marché sont très, très influencées par les lobbies, par des oligopoles, par toutes sortes de réglementations et tout ça. Et donc, on a besoin vraiment, je dirais qu'en ce moment,
c'est peut-être, je dirais qu'on a besoin que la discipline économique prenne ses responsabilités puis avance. C'est David Suzuki dit souvent que les économistes, comment il disait ça? La science économique moderne, c'est une forme de brain damage. Il s'était retrouvé cité comme ça dans une publication d'Alberta. Ça avait créé pas mal de vagues. Je pense que c'était peut-être pas aussi respectueux que ça aurait dû l'être, mais on ne peut pas continuer, tu sais, avec des modèles virtuels qui ne fonctionnent pas dans le vrai monde, là. Et malheureusement, il y a des instituts qui prônent des modèles économiques qui ne fonctionnent pas puis qui continuent finalement de toujours mettre en place cette propagande-là. Je pense qu'on doit se débarrasser de ça et reconstruire différemment. Ouais. Il y a un lobbying, c'est ça qui est très fort, certains acteurs au niveau économique. Puis c'est comment les politiciens là, vont réussir à répondre à ça. Puis dans quelle mesure l'État est actuellement réceptif, ouvert et disposé à intégrer des propositions du G15 et à s'engager à prendre un virage politique intégrant de profondes réflexions socio-écologiques? Je me suis muté par... du côté d'Ottawa, en ce moment, ils sont divisés, mais très réceptifs. Il y a vraiment une volonté d'utiliser la crise pour dynamiser notamment la transition écologique. Là, donc on sent qu'il y a comme un appétit. Du côté de Québec, on sent que, comme je disais tout à l'heure, il y a un repli, c'est-à-dire, écoutez, on est dans une situation d'urgence, puis là, pour l'instant, ce qui est important, c'est de redémarrer le cœur économique. Et ils sont pas, c'est un gouvernement qui est très, très axé sur la croissance, puis qui n'est pas nécessairement dans les grandes idées ou les grands plans. Ceci dit, très bonne nouvelle du côté de Québec. Il semble que le cadre financier pour la lutte au changement climatique va résister à la crise. Donc, ça serait un acquis qu'on conserverait. Donc, ce n'est pas un gouvernement qui est fermé idéologiquement du côté de Québec, mais c'est un gouvernement qui a besoin d'être convaincus. Ils ont l'impression qu'avec la pandémie, les gens se préoccupent de leur santé, évidemment, puis se préoccupent de la relance économique et qu'ils ne se préoccupent plus des questions d'inégalité sociale et d'environnement. Que c'est plus comme top of mind pour eux. Et là, je pense qu'on a besoin d'aller convaincre des élus que non, on est capable de faire mieux que ça. On est capable de construire mieux. Donc, je ne perds pas du tout l'espoir du côté de Québec, mais je peux vous dire que ce n'est pas naturel là, pour eux de dire on va prendre toutes ces propositions-là et on va les mettre en œuvre. Ce qu'ils nous ont demandé, par contre, c'est qu'est-ce que vous avez dans les propositions que vous avez qui seraient prêts à démarrer maintenant, là, ce qu'on appelle les projets shovel-ready, parce qu'en ce moment, ils sont vraiment à ce niveau-là. Et j'imagine que quand ils vont être rendus à réfléchir plus à la phase 3 puis au redémarrage, ils vont être, je ne sais pas le redémarrage, mais la relance. Probablement qu'on va être capable de faire des gains, mais comme je vous dis, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Et je comprends que le G15+ fait aussi de la représentation auprès d'Ottawa, donc pas seulement sous le gouvernement du Québec, mais quand Ottawa il a avancé, on l'a vu, entre autres, je ne sais pas si ça tient toujours, mais il y avait Stephen Guilbeault qui avait été nommé sous comité de relance, ministre de l'Environnement. Oui, bien, c'est-à-dire qu'on a des liens, un peu par la force des choses, on a des liens avec Ottawa aussi. C'est sûr que le G15+ avait adressé ses demandes au gouvernement du Québec, mais du côté d'Ottawa, il y a plein d'initiatives à travers le pays qui se sont formées, qui ressemblent au G15 et qui demandent une relance verte et solidaire. Et donc, dans ce sens-là, du côté d'Ottawa, il y a un intérêt, comme il y a un gros caucus de députés libéraux au Québec, et comme les autres formations politiques présentes au Québec sont sauf peut-être les partis conservateurs sont en faveur de relance verte et solidaire. Là, on voit qu'il y a un intérêt de ce côté-là de venir s'ancrer dans ce qui se passe au Québec aussi. Là. Dans ce sens-là, je pense qu'on a un contact avec eux. OK. Merci. J'ai Dave François qui a une question. Oui, bonjour à tous. J'avais juste une petite interrogation. J'ai l'impression que, règle générale, ce qu'on se dit, c'est que ce serait important que les États privilégient, par exemple, l'achat local, puis ce qui est produit localement pour différentes raisons environnementales, entre autres.
Donc, par exemple, quand vient le temps de faire un appel d'offres parce qu'il faut renouveler son transport en commun ou peu importe, ben, peut-être que prendre en compte la dimension locale, ben, peut-être que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ma question, c'est est-ce que les différents traités de libre-échange qu'on a signés, est-ce que les différentes règles commerciales internationales, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait théoriquement ou potentiellement limiter la capacité d'action des États? Parce que est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être associé, par exemple, à du protectionnisme, puis que si un État décidait de dire, ben voilà, nous, on va accorder tel contrat parce que c'est fait localement, ben est-ce qu'il n'y aurait pas des répercussions dans ce contexte-là général de traité de libre-échange puis de règles commerciales? Donc, ça, c'était le petit B, excusez-moi. Au niveau de la croissance, j'ai l'impression qu'il y a quand même une critique où on remet en cause l'idée de croissance parce qu'on se dit, ben, fonder un système économique sur l'idée de croissance éternelle alors qu'on sait que le monde est fini, ben, évidemment, ça ne fait pas de sens. Puis évidemment, logiquement, ça ne fait pas de sens. Mais je serais curieux de savoir, selon vous, comment est-ce que cette idée elle est devenue aussi hégémonique, même si elle est contradictoire dans les termes. Donc, comment est-ce que notre société elle a été incapable de penser l'idée de limite, tant à travers un système économique que culturellement? Comment est-ce que cette idée-là, elle a réussi à s'imposer? Puis pourquoi est-ce que notre société elle est incapable de penser en termes de limites, alors qu'il y a nécessairement des limites naturelles et autres qui s'imposent à nous? La deuxième question, je vais y revenir, là, c'est une grande question. J'ai peut-être des éléments de réponse, mais je n'ai pas la réponse. Pour ce qui est du premier volet là, sur les accords de commerce international, c'est certain que les accords de commerce international viennent contraindre la capacité des gouvernements d'agir. Donc, il y a des règles. Il y a la possibilité, il y a toutes sortes de possibilités, là, par exemple, en situation d'urgence, d'acheter localement ou de procéder. Donc, il y a des possibilités de contourner ces règles-là, mais effectivement, qu'il reste, dans certains cas, des contraintes qui ne pourront pas être contournées. Mais je pense quand même que, par exemple, les pourcentages d'achat local, il y a des choses comme ça qui continuent d'être permis dans les contrats publics, malgré les accords de commerce international. Le problème qu'on a, c'est qu'avec les accords commerciaux, il vient un moment donné où on n'est plus capable de maintenir la production locale. Tu sais, en ce moment, par exemple, on est en train d'ouvrir au fromage européen, puis c'est comme, tu sais, il ne faudrait pas que dans 10 ans, il ne reste plus de fromagerie au Québec parce qu'on s'est fait complètement dumper par des fromagers français. Comprenez-vous le principe? C'est la même chose quand on a ouvert le libre-échange avec la Chine. Tout notre manufacturier est parti en Chine. Avant ça, ça avait été le textile, tout ça. Il vient à un moment donné où on n'a plus les capacités de production pour produire localement. Donc, à long terme, il y a un enjeu. À court terme, quand on a les producteurs localement, on peut toujours mettre je pense qu'il y a une possibilité pour les gouvernements, mais c'est sûr que ça demeure une préoccupation importante. Maintenant, pour la question de la croissance, il faut comprendre que je ne vais pas rentrer dans pourquoi le capitalisme a besoin de croissance, mais essentiellement là, pour générer des rendements, tu as besoin de croissance. C'est simple comme ça. Si tu veux avoir des rendements sur le capital, on va avoir besoin de croissance, notamment de croissance de la consommation, parce qu'il faut vendre plus de choses, donc on va créer des besoins, puis c'est comme ça qu'on a créé la société de surconsommation dans laquelle on est. Mais il faut comprendre aussi que le contrat social dans lequel on est, il se résumerait à la fameuse tarte. Hein? C'est-à-dire, on a une tarte, mettons, nous ici, on a une tarte, on est tous, on est quoi, 150 personnes, puis 150 personnes avec Bill Gates. Disons, non, on ne va pas prendre Bill Gates parce qu'en ce moment, il y a trop de conspiration sur lui. Pour vraiment, on va y aller avec, au lieu de Bill Gates, on va y aller avec Bezos d'Amazon. Donc, on a une Jeff Bezos, 2/3 de la tarte, puis nous tous, les 149 autres personnes, on prend le tiers de la tarte entre nous. Normalement, on va regarder et on va dire comment ça se fait que Jeff Bezos, il a 2/3 de la tarte, puis nous, on a seulement le tiers de la tarte. Puis la réponse du contrat social qu'on a actuellement, c'est oui, mais la tarte grossit à chaque année, fait qu'à chaque année, vous avez un petit peu plus. Vous continuez d'avoir un tiers, ou même moins qu'un tiers, mais votre richesse continue de s'améliorer parce que même si Jeff Bezos continue d'avoir plus d'argent, vous aussi, vous en avez un petit peu plus tout le temps. Le jour où ça s'arrête, ben
nous tous, on va regarder Jeff Bezos et on va dire, là, mon chum, c'est terminé ça. On a besoin de se répartir la richesse entre nous. Parce que s'il n'y a plus de croissance pour assurer qu'on puisse continuer de subvenir à nos besoins puis améliorer notre qualité de vie, bien là, à ce moment-là, il faut se tourner du côté de la redistribution de la richesse. Et il est là l'enjeu. Donc, le système a besoin de croire en la croissance infinie parce que le jour où il n'y a plus de croissance, on est obligé de répartir les richesses. Sinon, pour Jeff Bezos va devoir vivre dans un bunker. Alors on a, puis là, je caricature ça, mais je pense que vous comprenez le principe. L'autre chose aussi, c'est qu'on est dans un système économique et quand il n'y a pas de croissance, vous avez vu comment le système n'est pas résilient, là. Tu sais, le Cirque du Soleil, qui est un grand, grand fleuron économique, le jour où il n'est plus capable de vendre de billets, il fait faillite dans le prochain mois. Donc, c'est des géants au pied d'argile dans cette économie-là, parce que le jour où il n'y a plus de croissance, boum, tout s'effondre. Et ça va aussi avec la financiarisation de l'économie, tout ça. Donc, on vit dans une espèce de rêve où on se dit, ben, ça va continuer, tu sais, on est capable d'avoir de la croissance à l'infini, même si on sait que ce n'est pas possible. Puis on attend qu'un jour, qu'on frappe le mur. Tu sais, et donc, je pense que ça va se poser. Puis je vous dirais que compte tenu de la pandémie, compte tenu aussi des limites écologiques de la biosphère, compte tenu de l'impact des changements climatiques, compte tenu d'un paquet de facteurs, on sait déjà que la croissance économique des prochaines décennies ne pourra pas être ce qu'elle a été entre 1950 et 1975. Là. On ne reviendra pas à des croissances à 4, 5, 6, 7 et donc, on a un problème. Tout est fondé là-dessus. Et encore là, je me retourne du côté des facultés d'économie. On a besoin de définir des modèles économiques qui fonctionnent même quand la croissance est plus faible. Et ceux d'entre vous qui ont peut-être lu Thomas Piketty, l'économiste français, qui a fait une histoire des inégalités, là, une grosse brique il y a quelques années, la croissance de l'économie humaine dans toute l'histoire de l'humanité, ça a été à peu près la croissance démographique, donc à peu près 1 % par année. C'est au moment où l'ère industrielle est arrivée, quand les énergies fossiles sont arrivées, qu'on a injecté beaucoup, beaucoup d'énergie dans notre modèle et que là, tout d'un coup, la population est partie à monter en flèche, la consommation est partie à monter en flèche et on a eu des énormes taux de croissance. C'est inédit dans l'histoire humaine. C'est pas dit que c'est une situation qui va être permanente non plus. Mais on vit dans cette espèce de... On vit dans cette pensée-là que ce qu'on vit en ce moment, ça va durer toujours. Et avec la pandémie, je pense qu'on vient de se faire rappeler que toujours, des fois, ça peut finir vite. Il est midi, mais je vous laisserai, en fait, ça serait permettre la conclusion, parce qu'il y a eu des questions par rapport au G15. Donc, plus concrètement, peut-être que vous pouvez terminer là-dessus. Une chose, c'est quoi les prochaines actions du G15 pour arriver que les propositions se réalisent et les participants d'aujourd'hui, les citoyens ou autres organisations, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour appuyer le G15? Ouais. Donc, les prochaines actions, d'abord, on est victime de notre succès. Au début, le G15, c'était juste des propositions sur une lettre. Puis là, éventuellement, on a fait une sortie publique. Puis là, il y a des gens qui ont dit on veut embarquer, on veut en faire partie. Puis là, les membres du G15 en ce moment, c'est vraiment intéressant parce qu'il y en a qui ont des idées, qui ont décidé de travailler ensemble, certaines idées de projets spécifiques. Là, par exemple, le chantier d'économie sociale avec le Conseil du patronat sur certains aspects, puis la FTQ. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une idéation, il y a un bouillonnement d'idées. On pense qu'on va faire d'autres interventions publiques plus tard avec des idées, toujours des propositions concrètes. Puis on va voir, on espère que le gouvernement va saisir notre main tendue puis nous appeler à définir des propositions avec lui. Et ça, évidemment, la balle est dans son camp. Maintenant, pour appuyer les propositions du G15, je pense qu'il faut en parler. Puis, tu sais, c'est l'idée générale d'une relance qui ne sera pas comme avant. Tu sais, on n'a pas besoin de maîtriser chacune des propositions du G15 puis de signer, tu sais, puis de dire c'est celle-là puis c'est pas telle autre proposition. Je suis certain que tout le monde qui est ici a plein de propositions pour la relance. L'idée de base, c'est cette relance-là ne peut pas se faire sur les mêmes fondements qu'avant. Puis, on est capable de faire mieux. Puis, on est capable de faire mieux pour verdir notre économie puis la rendre plus juste, plus solidaire. Et ça fait longtemps, je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui le disent. À l'époque, j'ai fait la tournée « Il faut qu'on se parle » avec Gabriel Nadeau-Dubois, puis Jean-Martin Hossan, puis les autres. Je veux dire, c'était ça que les gens nous disaient qu'ils voulaient. Puis c'est pas ça encore qu'on est rendu, mais ça fait juste 3 ou 4 ans.
Je pense à toutes les fois on a besoin de milliers de conversations de gens qui disent oui, on est capable de faire des choses différemment puis qui proposent des projets. Puis éventuellement, ben, on arrive qu'on est capable de changer de la culture, on est capable de changer. Et c'est particulièrement important, puis je vais finir là-dessus, particulièrement important en région, parce qu'en ce moment, on a un gouvernement du Québec qui se dit très à l'écoute des régions, qui se dit qui veut défendre les vrais Québécois, là, de vrai monde, pas les gens comme moi qui sont payés pour être écologistes. Donc, il y a besoin d'entendre ce message-là du vrai monde dans toutes les régions du Québec. Puis le jour où il va l'avoir entendu assez de fois, il va dire, ben c'est ça que la population veut, c'est ça que je vais faire. On est dans un gouvernement qui est, je pense, qu'il va être capable d'être à l'écoute. Mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui prennent la parole. Ben, merci beaucoup, M. Méran, pour cette conférence. Je pense que c'est très apprécié. On a eu environ 150 personnes là, tout le long de la conférence. Donc, merci encore une fois à la Caisse d'économie solidaire qui permet cette activité possible. Si vous continuez à rester informé, on l'a mis, l'avez vu passer, mais il est facile de trouver le G15+, G15 Québec, pour aller lire les propositions. Pour le suivre en économie sociale, ben, le pôle d'économie sociale de la capitale nationale, page Facebook, infolette aussi. Vous pouvez vous suivre les différentes informations par rapport à l'économie sociale si ça vous intéresse. Alors, plusieurs merci dans le chat. Merci encore une fois, M. Méran. On continue à suivre et on suit. On fait pression aussi pour une relance économique qui suit une transition. Génial. Bon week-end tout le monde. Merci. Bye.